Bonjour à tous. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais présenté donc le coffret DVD ainsi que la maquette du Nautilus de l'animé Nadia et le secret de l'eau bleue. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est alors c'est pas vraiment un artbook, c'est un livre compilant énormément de choses, des illustrations, des interviews, des documents, qui avait été édité, je crois, pour une exposition Nadia, qui s'était tenue pour les 30 ans donc de l'anime. Et donc plusieurs ouvrages avaient été édités à cette occasion, dont ce Nadia Official Archives, que j'ai donc trouvé sur Vinted à un prix plus que raisonnable. Et je vous propose qu'on le feuillette ensemble pour vous montrer ce qu'il en est. Surtout que de la documentation sur Nadia, j'en ai pas tellement trouvé. Et personnellement, c'est le seul document que je possède. Alors, comme vous voyez, c'est quand même un artbook assez sympa, souple, bien qu'il ait une jaquette. Voilà. Donc sur la première page, on est dans les tons bleus, avec le Nautilus en blanc et le titre donc en japonais, et la Blue Water, donc le bijou que porte Nadia, en première page. Et sur la jaquette, on est dans les tons rouges avec les Garfish, donc qui sont les sous-marins ennemis, pour faire simple. L'autre élément un petit peu particulier, c'est que cet ouvrage est bien un ouvrage japonais, mais pourtant il est il est dans le sens européen. On parle donc bien de la première couverture européenne, et on feuillette donc normalement les pages. On ne le lit pas à l'envers. Donc ça, c'est la première surprise que j'ai eue. Pourtant, j'ai bien vérifié, c'est bien un ouvrage japonais. Donc, en première page, on a la table des matières ainsi qu'un crayonné d'une illustration d'ailleurs. Il me semble que c'est carrément... alors, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est l'illustration... oui, c'est ça. C'est l'illustration de la jaquette du DVD, donc qui est représentée en première page. Voilà, si j'arrive à vous présenter les deux. Hop, avec les reflets. Donc voilà, avec les codes couleurs, enfin différents éléments. Alors voilà, donc cet ouvrage est très complet, mais il y a beaucoup de texte. J'ai commencé à le lire en le traduisant avec une application. Alors c'est un peu fastidieux parce que il y a deux choix, soit je photographie toutes les pages et ensuite il me les traduit et je peux les lire sur ma tablette, soit je suis avec mon téléphone et je lis paragraphe par paragraphe. C'est pas super agréable, faut me le reconnaître, mais c'est compréhensible avec la traduction. Donc cette première partie est une introduction qui raconte donc un peu comment est née Nadia et surtout pourquoi cet anniversaire de 30 ans, qu'est-ce que cet anime de si particulier. Après, on attaque avec les différentes phases de création de Nadia, des facsimilés de documents de production, des croquis. Donc là, on a le Garfish, on a l'Atlantide. Alors attention, ça risque de pas mal spoiler par contre sur cette vidéo. L'intérieur du Nautilus. Ici, alors je vous montrerai pas toutes les pages, d'abord parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc ça, ce sont les premiers croquis, mais vraiment très tôt. On est quasiment avant même l'idée finale de Nadia. C'était, rappelez-vous, je vous avais parlé d'un projet avec juste 2 enfants qui parcouraient le monde, qui rencontraient éventuellement des personnages de l'univers de Jules Verne, mais l'idée proprement dit, l'histoire complète telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est pas vraiment encore axée. Donc là, vous voyez une version de genre assez différente. Nadia, alors ici, ça se voit peut-être pas super bien parce que ce sont des crayonnés, mais
On voit qu'elle n'a pas du tout la Blue Water, même si le bijou est quand même annoté, donc il avait peut-être déjà une importance dans l'histoire. Des personnages que je reconnais même pas. Alors si, là, le chasseur africain, on le voit dans un épisode de Nadia, est-ce que c'est le même? Et là, le Nautilus, mais qui a vraiment une forme totalement différente, puisqu'on a vraiment la coquille du Nautil à l'avant. Ici, un crayonné avec, on devine, King et Marie, enfin une version early, on va dire. D'autres crayonnés un petit peu plus récents, entre guillemets, où on voit donc Marie, qui n'a pas tellement changé, elle. Nadia, elle, est encore pas du tout dans sa version finale. Et on a Jean qui commence vraiment à se rapprocher de ce qu'on connaît, même s'il n'a pas encore de lunettes. Le Nautilus, qui commence à avoir... on commence à deviner certaines lignes qui seront conservées pour la version finale. Et nous avons ici les premières versions donc, du Capitaine Nemo. Et là, on arrive vraiment sur ce qu'on connaît. Donc là, une série de pages avec les crayonnés des différents personnages. J'ai traduit certaines annotations, c'est assez amusant. Par exemple, celle-ci, là où on voit Nadia sur sa tenue avec sa tenue de cirque telle qu'on la voit, et ici en robe. Et donc, il montre ici les dessous de Nadia. Ici également, et c'est annoté en japonais, donc je crois sous-vêtements, mais qui ne seront pas visibles. Voilà, donc amusant. Donc les différentes tenues de Nadia. On attaque ensuite le personnage de Jean. Pareil, hein, différentes postures, différentes attitudes. Hein, Marie, King, une décomposition de mouvements pour des passages quand il court, quand il saute. Landis. Alors je me rappelle plus des noms là, ils m'échappent, mais bon, les deux compères de Grandis. Nemo, dans ses différentes versions avec ses différentes tenues qu'il arbore durant la série. Cheveux courts, cheveux longs, tenue avec le long manteau ou la veste courte. Ici, Electra. Alors pareil, il y a différentes versions quand elle est enfant, adulte. L'équipage du Nautilus. Alors j'aime beaucoup aussi toujours ces dessins de groupe. Alors là, avec les deux passages, hein, durant les deux moments, l'équipage du Nautilus et l'équipage du N-Nautilus. C'est le même équipage, hein, c'est juste les tenues qui diffèrent. Là, on arrive chez les antagonistes. Les personnages secondaires, donc avec le fameux chasseur africain, là, type colonial. Ici, le détaillage et les documents des studios Gainax. Hein, d'ailleurs, vous voyez, ils sont estampillés. Donc là toujours pareil, hein, comme je disais, entre guillemets, la photo de groupe avec les tailles respectives de chacun des personnages. Ici, des travaux pour les crayonnés des expressions faciales. Ici, la biographie des doubleurs originaux. On arrive sur le mecha design avec le Nautilus. Bon, on commence à bien connaître, hein, lui je commence à le connaître sous toutes ses formes. Hein. Donc on voit que les premiers coloris étaient plutôt dans les bleus avec des turbines rouges. Ici des illustrations issues du dessin animé avec les deux coloris proposés par la maquette que j'ai faite. Donc, des détaillages du Nautilus. Alors ici en fait c'est pour les lignes d'ombre qui sont faites en jaune là, qui sont censées être plus foncées au fond. Alors là j'ai commencé à... Quand j'ai fait la maquette, j'ai pas mal traduit hein, toutes ces annotations. Des détails des différentes... alors de la cabine, hein, comment dire, le poste de commandement, la passerelle, avec différentes versions, les différents postes tout autour de la passerelle, hein, qui sont donc détaillés. Ici,
le promontoire qui se situe au-dessus du pont du Nautilus, hein, donc qui est la cabine en réalité de Nemo, avec son orgue, la salle des machines, le pont à l'arrière du Nautilus, les lance-missiles qui sont sur les ailes du Nautilus, voilà, qui ne sont pas visibles sur la maquette, le module de reconnaissance, les cabines que l'on voit rapidement dans le dessin animé, le module de secours qu'on voit lorsque le Nautilus est détruit. Ensuite, on passe au N-Nautilus, donc avec la même démarche, hein, le poste de pilotage, les détails, également des détails d'une des colonies de l'Atlantide, le Glatane, donc l'engin de Glandis et de ses deux compères, avec ici un crayonné et du poste de pilotage, et même si on les reconnaît, les visages et le chara-design est assez différent de ce qui sera au final. Un écorché du Glatane, les différentes possibilités ici, hein, parce que c'est la voiture de l'inspecteur Gadget, cet engin. Donc différentes possibilités de transformation qu'il y aura tout le long de la série. Le char que l'on peut voir dans un des épisodes. Ici on est sur les Garfish, donc les engins ennemis, mais également les engins volants. Hein. La grande étoile volante. La forteresse de la fin de la série. Enfin voilà, ici la cité de l'Atlantide. La tour de Babel, pardon. Différents engins, robots, l'engin de Jean. La Blue Water, avec les détails. Le coffret que possède Nemo avec l'autre moitié de la pierre, parce que la pierre en fait est en deux parties. D'autres petits détails. La photo de famille de Nadia. On voit sous forme de hologramme. Le complexe qui permet que Jean a développé pour pouvoir faire une douche chaude à Nadia, le robot pour la compétition avec King, les différents engins volants, le bateau de Jean, voilà, tout est détaillé. Ici on arrive maintenant dans tout ce qui concerne les storyboards. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un storyboard, on va dire que ça se représente un peu comme une BD avec les différentes étapes de certaines scènes clés et des annotations, des dialogues. Donc là, on a différents exemples à plusieurs moments de la série, différents. Ici, on a vraiment des storyboards de l'animation de certains passages. Donc très intéressant avec toutes les annotations. Ici, à quel moment c'est dans la chronologie du dessin. J'ai commencé à le lire, mais c'est quand même assez technique, hein, cette partie-là. Là, c'est dans le générique, hein, lorsqu'on voit Jean qui enfile sa casquette. Ici, pareil, dans le générique, lorsqu'on voit Glandis qui secoue la tête, on aurait dit une pub L'Oréal. Et donc, ces deux compères qui arrivent. Pareil, hein, je ne sais pas tout ce qui est passé. La sortie de l'eau du Nautilus, donc complètement tout le mouvement qui est décomposé. Hop. Le dérapage du Glatane tel qu'on le voit dans le générique. Cette partie-là, alors c'est bon, là je crois qu'on va arriver dans les parties où il y a énormément de blabla, donc on va aller relativement vite. Là, donc c'est le staff principal du dessin animé, et ça c'est les personnes annexes qui ont été ajoutées avec leur rôle suivant les épisodes. Ici c'est un dialogue
sur la création. Alors c'était un échange avec les gens qui ont travaillé sur Nadia au début, et le pourquoi du comment de la création. C'est une interview en fait. Ici, on va arriver sur le détail des épisodes de Nadia, donc avec un beau chapitrage avec d'abord le générique. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que il y a une petite erreur. Enfin, une petite erreur. En fait, c'est un mix. Nadia a deux génériques différents d'intro. Il y a un générique qui est de la première partie de Nadia où on voit le Nautilus. Donc on va dire que toutes ces vignettes-là sont communes. Ici, on voit le Nautilus, donc ça veut dire que c'est le premier opening. Et ici, par contre, on voit le N Nautilus et à la fin, l'équipage du N Nautilus. Facilement reconnaissable puisqu'ils n'ont pas les mêmes uniformes, et Nemo a un long manteau et les cheveux longs, ce qui n'est pas le cas au début de la série. Donc là, ils ont fait vraiment un mix des deux openings. Donc ils auraient pu mettre un S ici. Et ensuite, donc on a tous les épisodes, avec donc le titre, un petit résumé, et pour chaque épisode, une anecdote. Là, par exemple, ça recontextualise l'exposition universelle de Paris. Après, on a des anecdotes qui ont des fois rien à voir avec l'épisode. Un rapport éloigné avec l'épisode. Là, par exemple, ça parle juste du trafic maritime. Et ici, on a la date de diffusion, de première diffusion de l'épisode. Donc, on voit que c'était à peu près un épisode par semaine. Voilà, donc tous les épisodes. Voilà, hop. Tac. Et l'épilogue, qui est donc à la fin du dernier épisode, et le générique de fin. Alors ça, c'est un peu le même concept, puisque ce sont en fait des micro-épisodes qui duraient à peine quelques minutes, et qui étaient présents sur les LD, donc Laserdisc, donc l'ancêtre du DVD et du Blu-ray, donc qui étaient sortis aussi, et donc ils avaient des petits épisodes humoristiques qui duraient à peine quelques minutes, qui expliquaient des éléments de la création du dessin animé, ou de son contexte qui était Jules Verne, qu'est-ce qui est pris de telle ou telle œuvre. Donc c'était assez marrant sur un ton humoristique, d'ailleurs vous voyez les dessins sont assez mignons et sympas. Donc ça c'est l'illustration qui orne le DVD et dont on avait le crayonné en première page. Ici, je sais plus, ah si, c'est encore un échange avec des dessins des créateurs de Nadia. Mais surtout, c'est un échange qui est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2022. Donc, c'est plus axé sur les 30 ans de Nadia. Donc ici, les photos du staff et donc questions-réponses. Je l'ai pas encore lu cette partie-là. Donc là, c'est pareil. Alors ça, ce sont des commentaires. C'est la retranscription des commentaires audio qu'on peut avoir sur les Blu-ray japonais. Si on met les commentaires, donc ça c'est les commentaires d'introduction. Et après, on a d'autres commentaires où ils parlent des archives et de la création de Nadia. Là, c'est vraiment que c'est plus présenté sous forme de questions-réponses, mais on est vraiment dans un ordre chronologique des événements qui ont donné Nadia. Et d'ailleurs, là, je reconnais cette série de kanji là. Je la connais, je la reconnaîtrai au premier coup d'œil. Là, c'est Macros qui est écrit. Alors, je l'ai pas traduit. Je sais pas de quoi ça parle. Mais là, il parle de Macros. Donc voilà, des tas de documents. L'année suivante, voilà, c'est vraiment dans un ordre plutôt chronologique. Là, c'est 2001. Voilà, là, c'est de l'écriture jusqu'à la fin. Les crédits,
et je cherche, mais j'arrive pas à retrouver la date exacte. Ils disent que le coffret Blu-ray, premier coffret Blu-ray daterait de 2011, mais j'ai pas la date d'édition de cet ouvrage. Si je la trouve, je la mettrai dans le descriptif. Voilà ce qu'il en est de cet ouvrage. Alors comme vous voyez, c'est un ouvrage, alors c'est pas aussi riche en illustrations qu'un artbook. Personnellement, j'aurais bien aimé trouver un artbook, mais je n'en ai pas trouvé. Par contre, à la lecture, même si elle est fastidieuse pour ceux qui ne maîtrisent pas le japonais, comme moi, il faut passer par un outil de traduction, c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant. Ben, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à ce sujet. Je suis très intéressé d'avoir votre avis. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées, et j'espère bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter encore un ouvrage de la culture geek. À bientôt!